retrouve pour cette 4e vidéo autour de mes recommandations livresques pour l'automne. Et ici, je suis très contente de vous faire cette vidéo puisque c'est une vidéo que je n'ai jamais faite et c'est le genre de vidéo qu'on ne trouve pas assez à mon goût sur Booktube. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des essais que je vous recommande pour cet automne. Je vous l'avais déjà dit, mais les essais, c'est une grande histoire d'amour. J'adore lire des essais, j'adore découvrir des essais autant universitaires que d'autres sortes d'essais. J'aime bien découvrir des auteurs, j'aime bien découvrir leurs pensées et leurs réflexions autour de sujets qui me parlent et qui m'intéressent ou qui vont m'intéresser. Ce que je vous recommande, c'est La sagesse de la comté de Noble Smith. C'est un essai qui nous parle de comment voir la vie et comment vivre sa vie du point de vue d'un hobbit. Noble Smith est un très grand fan de l'œuvre de Tolkien et il nous parle en fait de la philosophie qui se dégage des ouvrages de Tolkien, d'une philosophie où on est proche de la nature, où on est proche les uns des autres, où c'est la bienveillance qui parle et où c'est le bien vivre et le bon vivre ensemble qui prime, et bien vivre aussi aux côtés de la nature. Et je pense qu'en ces temps où l'écologie est malmenée, c'est bon de le rappeler. Si vous aimez l'univers de Tolkien, c'est fait pour vous. Et si vous aimez tout ce qui parle aussi de mode de vie à la campagne, où on cultive son jardin, où on s'entend bien avec ses voisins, où on peut aller boire un thé, un café, une bière avec eux, tout en étant respectueux les uns des autres, je peux que vous recommander de lire La sagesse de la comté. C'est un livre qui m'a fait énormément de bien, qui fait sourire et qui donne envie de vivre dans la comté, quoi, tout simplement. Deuxième essai que je vous recommande, c'est Bienvenue au Moyen-Âge de Michel Znik. Michel Znik, c'est un très grand médiéviste. Ce livre, c'est une mise en page d'émissions de radio qu'avait fait Michel Znik un été sur France Inter ou France Culture. France Inter. Et Michel Znik, dans ces quelques chapitres qui font quelques pages, va nous parler de sujets du Moyen-Âge. Et c'est une bonne porte d'introduction au Moyen-Âge, je trouve. C'est parfait pour l'automne. Personnellement, le Moyen-Âge, pour moi, ça s'accorde parfaitement avec l'automne. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous allécher les papilles. Qui était le roi Arthur? Roland a-t-il vraiment sonné le corps à Roncevaux? Pourquoi les troubadours, poètes exigeants, ont-ils laissé leur nom au guitariste Babacool? Le Graal ressemblait-il à celui d'Indiana Jones et des Monty Python? Tomber amoureux comme Tristan et Iseult a-t-il un sens aujourd'hui? Qui a mieux parlé de l'amour conjugal que les poètes au Moyen-Âge? À travers l'imaginaire, le merveilleux, les romans, les chansons et les légendes, Michel Znik, grand spécialiste du Moyen-Âge, nous propose un voyage du 9e siècle à nos jours, des chevaliers de la table ronde à Camelot. Si vous vous intéressez au Moyen-Âge mais que vous avez peur de vous plonger dans des récits universitaires, ce que je peux comprendre, c'est une très bonne porte d'entrée. Bienvenue au Moyen-Âge. C'est court, c'est accessible, c'est bien écrit, ça met bien en contexte, ça fait des parallèles avec notre mode de vie aujourd'hui, avec notre société, notre culture d'aujourd'hui. Quelque chose de beaucoup moins universitaire, et pour le prochain essai, ce sera dans la même veine que celui-ci. Je vous parle de Vivre avec la rue, je vous parle ici de Vivre avec la lune, c'est la vie de Aurore Widmer. Si vous ne connaissez pas Aurore Widmer, c'est tout simplement Au bonheur au naturel, un blog que je suis maintenant depuis avril l'année dernière. Une blogueuse que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa spiritualité, la manière qu'elle a de vivre, la manière dont elle a réussi à changer de vie en fait, pour se rapprocher de quelque chose qui est au plus proche de ce qu'elle est réellement. Elle avait publié un cahier autour des cristaux en lithothérapie que j'aime beaucoup, et cet été elle a également publié ce petit ouvrage qui est Vivre avec la lune. Personnellement, je m'intéresse beaucoup au cycle lunaire et aux rituels qui peuvent y être associés, et par exemple cet été j'ai découvert les signes astrologiques lunaires. Je connaissais les signes astrologiques solaires, ceux qu'on connaît tous, l'ascendant aussi, mais le signe astrologique lunaire je ne le connaissais pas. Donc on peut calculer son signe astrologique lunaire sur des sites internet, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui était rattaché à la symbolique de la nouvelle lune, de la pleine lune. C'est comment arriver à, surtout en tant que femme je trouve, avec nos propres cycles, comment arriver à comprendre en quoi la lune nous influence quotidiennement et en quoi nos émotions parfois, quand on se dit pourquoi je suis triste aujourd'hui, je sais pas pourquoi je suis triste, ou pourquoi je suis énervée, ou pourquoi je suis heureuse, parfois ça a un lien, un sens caché avec la lune. Pourquoi cet essai dans mes recommandations pour l'automne? Parce que comme les jours vont raccourcir, petit à petit la lune va à nouveau se faire plus présente dans notre quotidien. Et je trouve que c'est bien d'en savoir un peu plus sur la lune et sur comment elle peut nous influencer au jour le jour. Enfin, aux nuits la nuit plutôt. Petit jeu de mots comme ça, c'est cadeau, c'est pour moi. Mes essais coup de cœur, qui est un de mes coups de cœur tout court pour l'année 2018, c'est La puissance du féminin de Camille Seff. C'est un ouvrage que j'avais reçu en service presse de la part des éditions Le Duc et je les en remercie. C'est un essai qui m'a convaincue dans ma démarche de m'intéresser au féminin sacré, de m'ouvrir à toutes ces choses-là. Un ouvrage qui fait énormément de bien aux femmes, que vous soyez jeune fille, que vous soyez jeune femme, que vous soyez femme mature, que vous soyez même une femme âgée.
Lisez La puissance du féminin de Camille Seif, ça vous expliquera, ça vous parlera de vous, ça vous parlera vous de ce que vous êtes réellement et pas de ce que la société veut faire de vous en tant que femme et pas de l'image que la société veut que vous ayez en tant que femme. Ça vous parle de vous, ça vous parle de la femme ancestrale, du féminin qui est en vous, qui vous habite. Comme l'automne est une de mes saisons préférées, je trouve que c'est la saison pour se relier à soi-même. C'est la saison pour se relier à soi, à ce qu'on est au plus profond de nous et à son féminin qu'on malmène. Personnellement, en tout cas, je parle pour moi, que j'ai énormément malmené. Et grâce à ce livre et à d'autres livres du même type, j'ai pu un peu faire la paix avec moi et partir à la redécouverte de moi-même et ça me fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je vous recommande cet essai aussi. Vous faites partie de celles qui aspirent à plus de sens, à plus d'authenticité ou à une vie plus naturelle. Vous vous interrogez sur votre contribution au monde. Ces envies cachent souvent un besoin de renouer avec votre puissance féminine profonde. Un peu partout sur la planète, des femmes se rassemblent au sein de cercles de parole pour cheminer avec authenticité vers l'expression de leur plein potentiel. Ces femmes ne se pensent pas en opposition aux hommes et en sont encore moins les victimes. Elles veulent reprendre leur pouvoir et trouver leur place dans la société portée par le lien qui les unit. L'enjeu, se changer pour transformer le monde. Découvrez ce merveilleux chemin de transformation intérieure, apprenez à faire la paix avec votre corps de femme, révélez votre féminin profond grâce à des rituels, renouez avec votre puissance sauvage. Voilà, dans la poursuite de Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, découvrez La puissance du féminin de Camille Seif. Un petit essai dictionnaire qui fait du bien, c'est Dictionnaire de la France mystérieuse. Celui-ci, c'est une édition que j'ai eue chez Françoisir, donc je sais pas si dans les librairies classiques vous pourrez le trouver sous ce format-là. C'est de Marie-Charlotte Delmas, c'est croyances populaires, superstitions, sorcellerie, magique. C'est comme un dictionnaire classique. Vous ouvrez une page, ici je tombe sur Noël, comme par hasard. Et vous avez tout ce qui est lié à la croyance de Noël en France. Ici, on a par exemple la bûche de Noël, d'où ça vient, dans quelle région, quelles sont les croyances par rapport à la bûche de Noël suivant les régions, en France, voilà, présage, etc., charbon et cendres de la bûche, repas de Noël, pain de Noël, etc., arbre de Noël et la crèche, c'est tout ce qui est à propos des croyances populaires françaises. Et ça fait du bien aussi de savoir d'où viennent nos croyances et nos superstitions. Bien, je trouve, de savoir d'où ça vient et pourquoi elles ont perduré encore aujourd'hui. Là, on passe dans les essais qui parlent plus d'Halloween puisque je vous présente Signature du monstre, qui est un essai publié aux presses universitaires de Rennes. C'est un essai qui regroupe les articles publiés à l'occasion d'un colloque autour du monstre. Donc on parle de plusieurs figures du monstre, je vais vous dire quels sont les différents articles. Alors au niveau des articles dans ce livre, on a l'introduction, de l'Antiquité à la période contemporaine, déplacement sémiotique du monstre. Là, je tiens à vous dire qu'on est déjà à un niveau vraiment universitaire. Alors là, on n'est plus dans du accessible et abordable, vraiment. Là, c'est pour les personnes qui ont déjà un bon niveau culture générale et j'ai pas envie de dire universitaire, mais c'est pour les personnes qui n'ont pas peur de se confronter à ces récits-là, à avoir un vocabulaire complexe, tout ça, tout ça. Première partie. Monstre, de la fable au spectacle. Premier article, diversité humaine ou signe de monstruosité, les races d'hommes monstrueux. Deuxième article, monstre humain de collection, curieuse merveille du XVIe siècle. Troisième article, mythologie de mythonyme ethnographique vers une sémiotique du sauvage monstrueux sur les planches londoniennes. Dernier article de cette première partie, Méduse à l'épreuve des affects, iconologie interraciale des figures monstrueuses radicales. Deuxième partie, c'est sur l'imaginaire scientifique du monstre, des monstres prometteurs à l'impensé du monstre. J'ai pas envie de vous dire tous les trucs parce qu'en fait je me rends compte que ça va être long et que c'est peut-être pas forcément intéressant. Enfin bref, c'est autour de nombreuses figures du monstre abordées de manière universitaire. Un ouvrage plus accessible au niveau des essais, c'est Sur les traces de Frankenstein d'André-François Ruot, publié aux Moutons électriques. On est à la fois dans l'essai, à la fois dans l'imaginaire. C'est un ouvrage, je sais pas trop comment le définir et comment le qualifier. Mais si vous êtes fan de Frankenstein, si vous voulez en savoir un peu plus sur la création, sur la genèse de Frankenstein, sur le mythe, sur ce qu'il est aujourd'hui, allez-y, foncez. Comment vous faire une vidéo recommandation essai autour de l'automne et d'Halloween, tout ça sans vous parler de La sorcière de Jules Michelet, qui est un essai fondateur pour la mythologie autour des sorcières, autour de l'image féminine. On comprend d'où viennent tous ces fantasmes autour des femmes et de la sorcière, etc. C'est un essai du 19e très très connu, un ouvrage de référence, un ouvrage un peu complexe, je le reconnais, qu'on lit pas d'un coup, qu'on lit pas d'une seule traite, qu'on dévore petit à petit, mais c'est un ouvrage de référence qui nous parle des sorcières, du féminin, d'où vient cette
D'où vient tout ce fantasme autour des sorcières? Tout simplement, je vais vous lire le début de l'introduction. Sprenger dit, avant 1500, il faut dire l'hérésie des sorcières et non des sorciers. Ceux-ci sont peu de choses. Et un autre sous Louis XIII, pour un sorcier, 10 000 sorcières. Nature les fait sorcières. C'est le génie propre à la femme et son tempérament. Elle naît fée. Par le retour régulier de l'exaltation, elle est sibylle. Par l'amour, elle est magicienne. Par sa finesse, sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort, du moins endort, trompe les mots. Ça nous parle de la figure de la femme qui était guérisseuse et quand la religion chrétienne est arrivée, qui a dit que toutes les femmes qui détenaient un savoir et qui étaient guérisseuses, en fait, c'était des sorcières et donc elles étaient les concubines du diable et donc il fallait les éradiquer le plus possible et que les femmes ne devaient pas avoir d'éducation et ne devaient pas en savoir parce que sinon c'est difficile pour les hommes d'asseoir leur domination masculine. Et si jamais la figure de la sorcière vous intéresse mais que vous avez peur de lire l'ouvrage de Michelet parce que vous savez pas si c'est fait pour vous et si vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas, il existe Sorcière de Julie Proust-Tanguy, le sombre grimoire du féminin paru aux Moutons électriques. Dans cet essai-là, Julie Proust-Tanguy fait un bon résumé de ce qu'est la figure de la sorcière de l'Antiquité à nos jours. Elle nous parle du féminisme, elle nous parle de la sorcière au niveau féminisme, de la sorcière guérisseuse, de la sorcière en littérature, de la sorcière au cinéma, de la sorcière dans les séries. C'est un superbe essai qui englobe tout ce qui est dans la figure de la sorcière. C'est un essai accessible que j'ai adoré. Et voilà, c'est tout pour mes recommandations au niveau des essais. La prochaine vidéo sera la dernière et ce sera ma vidéo qui tournera autour de mes recommandations livresques pour Halloween.